Est-ce que, alors avant d'expliquer peut-être ce que c'est la Solana Foundation et la différence avec Solana Labs, etc., on a parlé de Solana. Est-ce que tu pourrais expliquer avec tes mots de manière assez simple qu'est-ce que c'est Solana et à quel point c'est différent de ce qui se fait dans le reste de l'écosystème? Je pense que tu as pu voir beaucoup de choses, donc Ouais. peut-être que tu auras des mots plus avisés que les miens pour expliquer ce que c'est Solana. Bah en fait, tout simplement, Solana, bah, de toute façon, c'est un layer 1, mais ça, la plupart le savent, je pense, les gens qui te suivent. Mais la différence avec les autres, bah, c'est que les fees sont tellement ridicules. En fait, dans ma tête, j'arrive à... Bon, petit disclaimer aux gens qui nous regardent. Moi, je suis pas du tout un mec de la tech, donc j'explique avec mes mots. J'essaie d'avoir un petit peu cette posture d'éducation. Mais en fait, les transactions vont beaucoup plus vite que la plupart des autres blockchains et sont beaucoup moins coûteuses que le reste. Parce qu'en fait, si je peux expliquer avec des mots super simples, c'est comme si on vous dit vous courez sur vous faites une course, mais vous devez tous courir les uns derrière les autres. Ça, c'est les blockchains comme ETH, etc. Où en fait, vous devez attendre que celui de devant, il doit continuer à aller plus vite. Et s'il y en a un qui ralentit, bah ça ralentit le reste. Donc c'est pour ça qu'aussi on parlera peut-être près des priority fees qui sont aussi de plus en plus intéressantes sur Sol. Sauf que sur Solana, nous, on court sur une piste où en fait, bah chacun a sa Sa ligne, quoi, à voilà, son couloir. c'est ça. Exactement, chacun a son couloir. Et donc, c'est-à-dire que même si il y en a un qui est ralenti, bah vous pouvez courir à côté et aller plus vite que l'autre et du coup utiliser la blockchain différemment que les autres. Et ce qui est super intéressant, et moi je trouve que c'est ça qui fait le charme de Solana, parce que c'est ça qui m'a attiré quand je suis arrivé, c'est que les builders dessus font très très attention à l'interface utilisateur et l'expérience utilisateur des users, parce qu'en fait c'est trop agréable. Et la première chose que je vois quand il y a des gens qui viennent de TH, c'est qu'ils disent incroyable, Phantom Wallet, c'est à des années-lumière de MetaMask. Et ça c'est intéressant parce que c'est quelque chose qui fait gagner du coup de la valeur à C'est ce que Solana. j'avais kiffé moi aussi quand je suis arrivé sur Solana. Bah c'est ça le truc, c'est que tout le monde copie du coup cette UIX plutôt cool et du coup ouais, c'est vraiment une blockchain j'essaie d'expliquer avec mes mots, mais ouais, vraiment très peu coûteuse. De toute façon vous pouvez aller faire des tests, hein. Moi j'ai dépensé 1 euro et quelques sur un an et quelques d'utilisation de blockchain, ce qui est insane. J'ai plus de 14 000 transactions. Je veux même pas compter moi sur Ethereum. Sur Ethereum, je dois être là, j'ai fait... Ça m'étonnerait pas que je sois au moins à 5 ou 10 Ethers de frais, tu vois. Donc Et ça, t'as pas envie de le savoir, tu vois. Voilà, j'ai pas envie de vérifier, mais je pense que je suis à plusieurs Ethers de frais, ça c'est sûr. Et tu te dis, mais putain, mais cet argent, j'aurais pu tellement le mettre autre part, parce que c'est comme les frais que tu payes sur les exchanges, en fait, vu que c'est à chaque fois des petits montants ou des petits frais, tu te dis ça va. Mais en fait, à la longue, tu te rends compte que ça fait une différence qui est absolument énorme, en fait. Et d'autant plus que en bull market, tu te rends compte que, en fait, ces frais qui te semblaient petits et qui s'additionnaient, ça devient des gros frais qui s'additionnent. C'est ça. Et là, par exemple, on a eu une congestion de Ethereum récemment. J'ai juste voulu faire un swap, j'ai dû payer 35 balles de frais, tu vois. Je me dis, dans quel monde on vit? Donc après, évidemment, on paye la sécurité du Layer 1, on paye la sécurité d'Ethereum, on paye d'une certaine manière cet écosystème. Mais c'est assez intéressant de voir que malgré ça, il y a d'autres chaînes qui existent. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, beaucoup de personnes voient de l'intérêt dans Solana parce que on a l'impression, je pense, c'est peut-être un take de mon côté et c'est peut-être pas objectif, mais on a l'impression que oui, on a des layer 1 qui commencent à avoir des layer 2 pour, entre guillemets, virer le problème de la scalabilité et donc d'aider justement les utilisateurs à pouvoir avoir un service qui fonctionne toujours aussi bien sans payer trop de frais et que ça reste fluide avec les layer 2. Mais on voit que même sur les layer 2, dès qu'il y a beaucoup d'activités, ça commence à être assez compliqué. Et donc, on parle de layer 3 et on voit qu'on empile un petit peu les problèmes. Alors, je suis pas un expert non plus sur le sujet, mais c'est un peu la sensation que j'ai. Et j'ai l'impression que beaucoup se disent que peut-être que justement Solana aurait cette carte à jouer. D'autant plus que on a vu maintenant que FTX n'est plus là. C'est-à-dire que FTX a participé énormément au financement de Solana, je pense de manière positive, mais c'était un petit peu une emprise que beaucoup n'aimaient pas. Et que maintenant, justement, cet argument de oui, mais de toute façon, c'est une VC chain, etc., peu importe, il disparaît pas totalement, mais, parce que dans tous les cas, pour financer des innovations technologiques, en général, il faut aussi des VC, ou en tout cas, souvent, ils aident et ils accélèrent cette croissance-là, mais on a l'impression que cette partie-là disparaît, ou en tout cas, s'atténue de plus en plus. Toi, comment est-ce que tu le perçois? Comment,
les choses ont tendance à évoluer. Comment tu vois justement cette narrative autour de Solana se construire pour ce cycle-là, par exemple? En fait, moi j'ai une take, mais j'ai pas mal de petites hot takes qui au final je trouve en fait quand Vas-y, régale-toi. quand j'en parle pas, j'ai l'impression d'être le seul à penser ça, mais en fait quand j'en parle, quand je vais à des events et quand j'en parle avec des gens, il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec moi et en fait enfin beaucoup les personnes à qui je parle, donc, il n'y en a pas 50 000 mais en fait, j'ai l'impression que ce qui s'est passé entre Bitcoin et Ethereum et Solana, en fait, j'ai l'impression que c'est juste des générations. Tu vois, il y a la génération Bitcoin qui dit Ethereum c'est nul, et ensuite Ethereum qui dit Solana c'est nul, et peut-être qu'après Solana dira bah un autre truc c'est nul. Mais moi j'ai toujours eu ce truc, et même je l'utilise dans ma vie de tous les jours, c'est que c'est de ne jamais cracher sur les générations suivantes. Tu sais quand on dit ah les gamins ils font que de jouer aux jeux vidéo, ah ils sont tout le temps sur TikTok. C'est en fait moi je me suis toujours dit si jamais il y a un truc comme ça, j'ai pas envie d'être dans la catégorie des vieux en me disant ah la nouvelle génération la nouvelle génération. Ou de se fermer au point de ne pas essayer, quoi. Voilà. En fait, moi j'ai l'impression que quand on se dit ça, c'est qu'on se bloque à l'évolution, tu vois. Et en fait, bah du coup, moi je me pose toujours la question de pourquoi les gens l'utilisent et pourquoi ça fait autant un phénomène. Et il y a beaucoup de gens qui se ferment à ça et qui se disent bah non, moi j'ai fait mes thunes sur Ethereum, ça me convient, j'ai pas besoin de plus. Voilà, Solana ils veulent faire leur truc, mais ils puent la merde. En gros, c'est un peu ça. Et ils vont chercher des arguments pour dire ça. Et je suis d'accord que on n'est pas parfait, ETH n'est pas parfait, Bitcoin n'est pas parfait. Et en fait, l'intégralité du marché de crypto, il n'est pas du tout parfait. On est tous en train d'évoluer, on est tous en train de se chercher. Oh, si on était parfait, on serait utilisé par toutes les grosses corpos. On est en train de se faire utiliser petit à petit par les corpos. De toute façon, on verra, il y a Visa, il y a Shopify, il y a plein d'autres trucs on pourra en parler. Mais on voit qu'ils viennent à tâtons parce qu'ils se disent ah, il y a peut-être des trucs qui sont pas bons. On va attendre que ça se perfectionne pour en parler ou pour arriver dessus. Je suis d'accord, j'ai l'impression que beaucoup de gens, tu vois, enfin, typiquement, tu vois, sur la DeFi, on a des soucis régulièrement, que ce soit des exploits, des hacks, des bridges qui pètent de partout. Enfin bref, on peut avoir différents soucis, je sais pas, des soucis avec des oracles, etc. Et oui, c'est grave. Et oui, justement, le fait que ça arrive, ça doit nous empêcher, ou en tout cas, ça doit nous aider à empêcher que ça se reproduise. Mais il faut pas oublier que c'est un écosystème qui est encore tout jeune et que bah, on expérimente beaucoup dessus. Donc, c'est aussi, en fait, l'intérêt, c'est qu'aujourd'hui, on fait des erreurs et c'est encore assez petit. Mais le but, c'est que justement, on fasse ces erreurs à ce stade-là pour que ça ne soit pas fatal à l'avenir et que justement, on puisse arriver à faire progresser, bah, en fait, la DeFi en réalité. Donc après, si on fait toujours les mêmes erreurs et qu'on progresse pas et qu'au prochain cycle on a toujours autant de problèmes, bon, C'est ce sera encore une autre question. Mais je pense que voilà, c'est aussi normal que sur la DeFi il y ait des soucis. Je pense que beaucoup de builders essayent de le faire de la manière la plus intègre possible et d'éviter justement ces problèmes-là parce qu'au final ça fait chier tout le monde. Mais voilà, je pense que c'est aussi ce qu'on voit sur Solana. On voit que Solana aussi a expérimenté et je pense que Solana a une approche que très peu d'autres personnes dans l'écosystème ont eu. Donc après, on verra évidemment comment ça se dessine, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se construit autour de Solana. Et pour rebondir sur ça, auparavant, on expliquait que tu étais à la fondation Solana. Ouais. Mais j'ai vu qu'il y avait aussi le Solana Labs. Est-ce que tu peux expliquer la différence entre les deux et surtout le rôle des deux dans l'écosystème Solana? En fait, c'est marrant parce que en fait, c'est en deux mots. Genre, Solana Labs, c'est tout ce qui est le côté tech. Donc, c'est en fait, c'est comme je t'avais expliqué, Anatoly et Raj, eux, ils viennent de Solana Labs. Donc, en fait, ils ont, on va dire, quasiment aucun rapport avec moi. Parce que moi, je suis à la fondation. Et en fait, Solana Labs, c'est vraiment la tech. C'est-à-dire que c'est eux qui vont s'occuper d'implémenter le token 22 ou le super token, les priority fees, le gal fee market, tout ce qui est vraiment axé sur la tech et l'améliorer. Et ils s'en fichent, enfin, ils s'en fichent de la communauté. Donc, en gros, Solana Fondation, eux, c'est l'opposé. C'est-à-dire que eux, ils sont vraiment axés sur la communauté, l'évolution, comment rendre attractive la blockchain et comment en faire un vrai business, tu vois. Parce qu'au final, une blockchain, quand tu as une fondation, c'est un business. Le but, c'est de rentrer de l'argent pour rendre ça sustainable et en faire quelque chose. Donc, Solana Labs, moi, j'en connais très peu des gens qui bossent là-bas parce qu'en fait, c'est vraiment beaucoup que des techs qui sont dans l'ombre en train de faire leur travail de développeur. Et par contre, à Solana Fondation, on a beaucoup de grosses figures qui sont publiques sur les réseaux parce que leur but, c'est de comprendre ce que veut la communauté, vers où on se dirige et d'être en lien avec les projets. Donc, nous, à la Fondation, notre but, c'est vraiment de pousser la communauté vers l'avant et être un peu le représentant public au niveau des corpos et dans le monde entier, quoi. C'est pour ça que Solana Labs, on en a pas beaucoup parlé.
Et il y a beaucoup de gens qui reprochent d'une certaine manière la centralisation à Solana, en tout cas la centralisation du réseau à Solana. Est-ce que ça s'explique parce que les founders ont encore énormément de poids? À quel point ils peuvent avoir absolument le dernier mot coûte que coûte, ou est-ce que c'est quelque chose qui est en train de changer et on est en train d'avoir de plus en plus de décentralisation? Ce que je veux dire par là, c'est est-ce que la fondation est un peu l'organe vivant et vital de Solana qui est en soi décentralisé et qui derrière va avoir peut-être des prestataires techniques comme Solana Labs? Ou est-ce que c'est encore Solana Labs qui a le mot final sur à peu près toutes les décisions techniques et il y a personne qui peut se greffer et essayer d'apporter des choses techniques sur le Layer 1 lui-même? Bah en fait, Labs et Fondation, ça fonctionne en commun, parce que tu as Labs qui va avoir un sujet technique et qui va demander à Fondation un petit peu comment ça se passe. Enfin, genre, ils vont discuter entre eux. Et c'est pareil de l'autre côté, quand il y a une décision un peu plus communautée sur Fondation, bah ça va en parler. En fait, les grosses décisions, ça se prend vraiment ensemble. C'est vraiment deux grosses équipes, si on peut parler. Okay. Et après, bah voilà, on a les grandes personnes qui sont en haut de parler de ça et de prendre des grosses décisions. Mais ouais, on va dire, c'est un peu deux grosses équipes qui fonctionnent main dans la main, tu vois. Et est-ce qu'aujourd'hui, il y a des décisions qui sont prises sans que, genre par exemple, un Anatoly puisse avoir son mot à dire? Parce que on voit que voilà, Vitalik typiquement, il est assez impliqué avec Ethereum, et on sent qu'il essaye de se mettre de plus en plus en retrait. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu vois par exemple avec Anatoly, ou est-ce que ça reste quand même un peu le chef, le boss, et parfois même peu importe les arguments qu'on puisse entendre, c'est quand même lui qui décide. Enfin, tu vois comment les décisions sont prises, et à quel point pour toi, Anatoly a un poids justement dans ces décisions-là dans l'écosystème. Bah, en fait, moi, ce que je vais dire, c'est vraiment pour moi. C'est vraiment en mon nom, je parle en mon nom. En fait, Anatoly, moi, j'ai juste l'impression que c'est un développeur, un tech qui est passionné de fou et qui dit un petit peu ce qu'il rêve de faire et qui a des idées de fou parce que la plupart des choses sont vraiment incroyables. Et derrière, en fait, il y a juste des gens qui essaient de mettre ça à terre et mettre ça dans un contexte où c'est possible de le faire et de développer ça vers la bonne direction. C'est un peu ma vision de la chose. C'est la source d'inspiration de Solana, d'une certaine manière. Ouais, au niveau de la tech. Mais en fait, le truc, c'est que malheureusement, d'un côté, c'est que on a beaucoup de gens à Labs qui sont un petit peu dans l'ombre et qui font des trucs trop bien. Par exemple, je peux citer un Français qui s'appelle John, qui s'occupe de la tech et qui est venu sur scène à Breakpoint de cette année et qui a parlé du token 22 avec ses nouvelles updates, etc. Et j'ai trouvé ça incroyable, tu vois, genre, c'est ouf ce qu'on peut faire maintenant avec. Il y a plein de nouvelles plein de nouveaux apports sur ce token et pourtant derrière les gens vont pas le connaître et on va donner ça sur la Labs. C'est quoi exactement? Est-ce que tu peux peut-être expliquer en 2-3 mots ce que c'est? Bah par exemple, une des nouveautés qu'il y a sur le token 22, bah par exemple si tu veux mint un token, imaginons tu veux mint du sol, au lieu de le mint et si tu veux mint du sol et l'envoyer sur un wallet, au lieu de le mint directement dans ton wallet et ensuite que ça fasse une deuxième transaction pour que ça s'envoie, aujourd'hui tu peux, enfin pas aujourd'hui, mais dès que ce sera disponible, tu peux mint et l'envoyer directement. C'est-à-dire que tu fais une transaction, tu veux dire? Ouais, en fait tu fais tout dans ton wallet, mais t'as pas du tout eu accès au sol, ils ont pas du tout traversé ton wallet en fait. Tu vois, c'est une des nouveautés qui par exemple peut être cool. Si demain, je prends un exemple parce que c'est un exemple qui m'intéresse de fou, mais par exemple si demain on fonctionne avec l'euro digital et c'est un token 22, bah demain dans tes fiches de paye, peut-être que les 200 € que tu dois pour la retraite, ils vont directement se mint et s'envoyer instant sans passer par ton wallet. Tu vois, c'est des petits trucs comme ça. Ce que je veux dire, c'est que genre au moment où il y aurait genre au moment où par exemple ton employeur te paierait, genre genre en mode ce serait directement envoyé à toi et automatiquement il y aurait une sorte de commission qui serait prise. En fait, dans une transaction, tu peux l'envoyer à plusieurs personnes d'un coup. Ok. Ça se fait automatiquement en une seule transaction et ça ne traverse pas ton wallet. C'est-à-dire que quand tu lis les TX, tu peux voir que ça n'a pas du tout été dans ton wallet. Ok. Donc, tu vois, faut que je digue parce que techniquement j'ai du mal encore à concevoir comment ça se passe.